Toxon Studio. Salut à tous, bienvenue dans l'Assiette Nantaise, le podcast complètement food de Nantes. Dans cet épisode, exceptionnellement, on ne va pas parler de bouffe, mais de boissons sans alcool, oui, puisqu'on va faire connaissance avec Jérôme Cuny. Jérôme a ouvert en mai 2023 la cave parallèle, la première cave sans alcool de Nantes. Vous y croyez, vous? Une cave qui ne vend pas de boissons alcoolisées. Le pinard, ça devrait être obligatoire! Bon, j'avoue que quand j'ai vu dans la presse locale l'ouverture de ce lieu, ça m'a plutôt étonné. J'ai donc pris rendez-vous avec Jérôme pour en savoir plus sur le bonhomme, mais aussi sur les produits, ses vins, bières, spiritueux sans alcool ou faiblement alcoolisés qu'il propose dans sa boutique. Et puis, j'avais envie également d'en savoir plus sur ce marché des boissons sans alcool qui est en pleine croissance en France. Vous avez peut-être déjà remarqué, les bières dans les rayons des supermarchés ou les cocktails sans alcool sur les cartes des bars sont plutôt tendance. Et certains experts du secteur food affirment même que ce n'est que le début. C'est, paraît-il, un marché très prometteur. J'ai donc rencontré Jérôme Cuny dans sa cave située sur l'île de Nantes, tout près de la Grue Jaune, et vous allez l'entendre, cette conversation avec Jérôme est aussi l'occasion de s'interroger sur la consommation et la place de l'alcool dans notre société. Je m'appelle Christophe Artus et vous écoutez l'Assiette Nantaise, épisode 6. L'Assiette Nantaise, le podcast complètement food de Nantes. Bonjour Jérôme. Bonjour. Je suis ravi de venir te rencontrer ici. Pour tout te dire, Jérôme, lorsque j'ai découvert qu'une cave sans alcool s'ouvrait à Nantes, ça a un peu piqué ma curiosité. Je me suis dit, une cave sans alcool. Eh oui, une cave sans alcool, ça pique beaucoup la curiosité. C'est très intéressant de voir les réactions des gens, soit lorsqu'ils rentrent dans la cave et qu'ils comprennent que c'est une cave sans alcool et qu'ils ne le savaient pas, soit lorsqu'on me demande ce que je fais dans la vie et que j'explique que j'ai une cave un peu particulière mais sans alcool. On a souvent des réactions très curieuses, très peu d'animosité, ça arrive mais très peu, et beaucoup de curiosité. Ah bon, mais tout existe, mais ça a le même goût. Mais on peut en remplir toute une cave. Je pensais pas, voilà. Alors là, on est au cœur de cette cave, justement, ici sur l'île de Nantes. Raconte-nous un petit peu ce qu'on voit tout autour de nous, ces bouteilles, ces références que tu as. Eh bien, on est au milieu d'un peu plus de 400 références d'alternatives de boissons sans alcool qui sont organisées en 4 univers différents. Un premier univers derrière moi qui est l'univers de la mixologie, des cocktails, des spiritueux entre guillemets, où on va retrouver comme un gin, comme un whisky, comme un rhum, comme un spritz, comme un amaretto, etc. Ou alors on va retrouver également des alternatives qui sont naturellement sans alcool, faites pour faire des cocktails. On va retrouver un univers de vin désalcoolisé, donc on parle bien de vin désalcoolisé, c'est-à-dire qu'on a un vigneron, une vigneronne qui a fait un vin et ensuite on l'a désalcoolisé. Comment on fait ça? Pour faire très simple, il y a 2 façons de faire. Une méthode de filtration et une méthode d'évaporation sous vide, donc à basse température aux alentours de 25 degrés. Et donc on obtient ensuite un vin dont on a retiré l'alcool. Donc il y a bien tout un processus de fermentation, de vinification, d'élevage. Ce que je veux, c'est valoriser tout le travail du vigneron ou de la vigneronne qui a fait un vin et qui a ensuite procédé à une désalcoolisation. Et d'un point de vue gustatif, Et d'un point de vue gustatif, c'est souvent la question que j'ai, mais est-ce que ça a le même goût? Non, ça peut pas avoir exactement le même goût, puisqu'on a retiré l'alcool. Mais on a quelque chose qui est bien dans l'univers du vin. On a bien ce qu'on appelle le profil organoleptique qui nous rappelle bien un vin. Alors des bières aussi, hein? Des bières, exactement, à peu près 75 références de bières, je sais plus exactement, entre 70 et 80. Pareil, tout existe, on va retrouver des bières noires, des bières ambrées, on va retrouver des IPA, des NEIPA, des hazy, des blondes, des lagers, des bières belges, des pale ale, on va vraiment tout retrouver. Et puis là-bas derrière toi, au fond du magasin, on va retrouver tout ce qui est naturellement sans alcool, ce que j'appelle moi les soft alternatifs. Alors on va retrouver des kéfirs, des kombucha, des matés, des ginger beer, des boissons au CBD, des sodas botaniques, des jus de baobab, des infusions de café à froid, des eaux aromatisées au miel, des eaux au collagène, des infusions, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses. Comment tu as bossé, Jérôme, sur le référencement de ces produits? Et ça a été un très très gros travail. Probablement le plus long en termes de temps pour préparer l'ouverture, puisque j'ai travaillé de septembre à mai, là, jusqu'à l'ouverture sur le référencement. C'est beaucoup de surveillance des réseaux, à s'abonner sur Instagram à tous les hashtags sans alcool, alcool free, surveiller les résultats des concours, faire des salons. Le mieux, c'est de rencontrer le producteur, la productrice, le vigneron, la brasseuse, etc.
ou au grand minimum du grand minimum, j'ai échangé pas mal aussi en visio ou par téléphone. L'idée, c'est de comprendre qui ils sont ou qui elles sont, pourquoi ils ou elles ont fait cette boisson, qu'est-ce qui les a poussés à faire un vin désalcoolisé, à faire une infusion de café à froid, à faire... Donne-nous un exemple. Pourquoi justement, un vigneron a pris cette décision à un moment donné de faire un vin désalcoolisé? La réponse la plus intéressante, en tout cas, que j'ai obtenue, et celle qui revient le plus fréquemment, c'est qu'on a des vignerons qui ont compris qu'en fait, c'était pas une menace pour leur activité. C'est-à-dire, un vin désalcoolisé, c'est bien un vin au départ. C'est-à-dire qu'on valorise bien tout le travail d'une part et tout l'investissement qui a été fait par un exploitant sur son exploitation. Donc on a bien les mêmes terres, on a bien les mêmes vignes, on a bien les mêmes chais, on a bien les mêmes œnologues, on a bien les mêmes ouvriers agricoles. On fait le même vin et ensuite on ajoute une expertise pour le désalcooliser, le mettre en bouteille, le stabiliser. Et donc c'est un élargissement de gamme qui permet à un vigneron de se diversifier. Et donc, il commence à être de plus en plus nombreux en France à comprendre que ça représente pas un risque d'une part et que d'autre part, c'est pas un crime de lèse-majesté par rapport à la boisson de départ. Il faut proposer des alternatives puisque la filière vin en France fait face à beaucoup de difficultés. La surproduction, le réchauffement climatique, on parle beaucoup d'arrachage, on parle beaucoup de distillation, on parle beaucoup de choses comme ça. Et donc, c'est pas la solution, mais c'est une des pistes qui doit être explorée pour permettre de se diversifier et de répondre de mieux en mieux aux attentes du consommateur qui, lui, est en demande. Ouais, surtout qu'en France, un vin sans alcool, c'est une hérésie pour beaucoup. Pour beaucoup, c'est une hérésie, mais c'est une hérésie en fait par méconnaissance. Que ce soit du côté des vignerons ou que ce soit du côté des consommateurs. On est en France, les gens sont très attirés par le vin. C'est d'ailleurs en volume de chiffre d'affaires ce que je vends le plus ici. Et je propose beaucoup de tester. J'ai toujours des bouteilles ouvertes au frigo pour que les gens puissent tester avant d'acheter, se rendre compte de ce que c'est qu'un vin désalcoolisé. Et les gens, quelles que soient leurs origines, que ce soit un client lambda, que ce soit un œnologue, que ce soit un vigneron, une vigneronne, ils passent toujours par 3 stades. 1, je suis très curieux ou très curieuse. Comment on fait un vin désalcoolisé? Est-ce que ça a le même goût? Est-ce que c'est bon? 2, je goûte, je suis très surpris. C'est pas du tout ce que j'imaginais. D'accord, ok, je pensais pas que ça serait ça. Ou c'est pas aussi sucré que ce que je croyais. Mais ça a quand même le goût du vin. On retrouve quand même des choses. Donc 1, curiosité. 2, surprise. Et troisièmement, on se prononce. J'aime pas. Comme sur n'importe quelle quille de vin. On met 6 personnes autour d'une bouteille de rouge ou d'une bouteille de blanc, on va pas avoir 6 avis identiques. Mais là, c'est la même chose. Alors, le marché du sans-alcool est manifestement prometteur. En tout cas, beaucoup s'y engagent aujourd'hui. Ça reste tout de même un marché de niche aujourd'hui. Comment tu le perçois, ce marché? En fait, le marché, il est en pleine explosion. Alors, quand on part de rien, c'est facile d'exploser. Ce qu'il faut, c'est tenir dans la durée. Ça, c'est la première chose. Il faut avoir des produits de qualité. Ça, c'est la deuxième chose. Et il faut ensuite faire beaucoup de pédagogie, beaucoup expliquer. Mais comment, moi, ça me rappelle les cours de Sciences Éco que j'ai eu quand j'étais en terminale. Là, quand on a la rencontre dans un laps de temps très court d'une augmentation de la demande et d'une augmentation de l'offre en même temps, on a la naissance d'un marché. C'est exactement ce qui s'est passé en France dans 2020-2021, là, pendant les confinements, où on a eu, d'une part, des consommateurs qui se sont retrouvés à faire 2, 3, 4 apéros Zoom par semaine à l'alcool et qui se sont dit « Oulala, si ça dure cette histoire de confinement, on va pas pouvoir faire 4 apéros Zoom par semaine alcoolisés, ça va pas le faire. » Deuxièmement, on s'est retrouvé avec beaucoup de producteurs, de vignerons, de brasseurs, de producteurs de spiritueux qui se sont retrouvés un peu du jour au lendemain sans café, sans hôtel, sans restaurant, donc avec une forte décroissance de leurs commandes et de la consommation, on va dire, hors domicile, comme on l'appelle. Et donc, on a eu des gens qui se sont dit « Ok, c'est quoi la demande? J'ai du temps, qu'est-ce que je peux produire comme nouveauté ?» Et donc, il y a eu vraiment cette rencontre et de l'offre et de la demande au même moment. Et c'est un marché aujourd'hui dominé par la bière sans alcool. Oui. Puisque en 2022, 25% des foyers français déclarent avoir déjà acheté de la bière sans alcool. Ça fait un Français sur 4. Ouais. C'est ce que tu ressens aussi dans ta cave. Tu nous disais tout à l'heure, c'est plutôt le vin, toi. Alors, en fait, c'est très étonnant parce que les gens viennent découvrir le vin et les gens viennent consommer, faire le stock de bière. Et donc, on vient consommer la bière parce qu'on connaît. On connaît en supermarché. Aujourd'hui, en GMS, le linéaire de bière, on est passé il y a quelques années de 3 ou 4 références à plusieurs mètres linéaires de bière. Et donc, si on en a plusieurs mètres en grande surface, c'est qu'on en vend pour plusieurs mètres. Donc, les gens connaissent la bière, sont très curieux de découvrir des nouveautés. J'ai toujours la question, est-ce que vous avez des bières locales? Pour l'instant, non, mais ça va venir.
Et donc, on consomme la bière et on vient découvrir le vin. Une cave sans alcool à Nantes, tu es le premier. Ailleurs en France, il y en a d'autres ? Alors, ça existe sous différentes formes. En forme physique, la cave qui a pignon sur rue au centre de Nantes, je suis le premier, mais je suis pas le premier nantais à m'intéresser au sujet. Puisqu'il y a un garçon qui s'appelle Jean-Philippe Brault qui a créé Gueule de Joie il y a plusieurs années maintenant. Qui est une plateforme de vente de boissons sans alcool sur Internet. Voilà, avec son showroom et qui est implanté aux Mines aujourd'hui. Je peux pas dire que je sois le premier, mais en revanche, en France, on est aujourd'hui 5 en cave vraiment 100% physique en France métropolitaine, 3 à Paris, une dans le Bordelais du côté de Bazas, qui était la toute première en France dès 2020, et puis ensuite une autre qui a ouvert aussi en Guadeloupe. Pourquoi tu as choisi d'ouvrir un magasin physique alors que, effectivement, aujourd'hui, avec une plateforme sur Internet, en e-commerce, comme le fait Jean-Philippe Brault avec sa plateforme Gueule de Joie, finalement, c'est peut-être plus facile ? C'est un sujet autour duquel on a pas mal échangé, notamment avec Jean-Philippe, et moi, ma conviction, c'est que sur une boisson que l'on ne connaît pas, j'avais besoin, moi, de faire de la pédagogie. J'avais besoin que les gens puissent tester, découvrir, avoir le conseil de l'expert en direct. C'est plus difficile quand on achète sur Internet. Alors évidemment, on a les fiches, elles sont bien faites, on peut lire plein de choses, mais on peut pas discuter avec le caviste. On peut pas goûter. Et donc aujourd'hui, moi, ce que j'essaye d'éviter absolument, c'est le côté j'ai acheté une bouteille sans vraiment savoir ce que j'achetais. J'ai goûté pas forcément dans les bonnes conditions chez moi, peut-être pas à la bonne température, peut-être pas avec le bon plat, avec le bon mets. Et du coup, la bouteille, elle a fini dans l'évier. Et ça, c'est vraiment catastrophique parce qu'ensuite, les gens mettent dans un grand sac le sans alcool, c'est pas bon, et terminé. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai beaucoup travaillé en télétravail là durant ces dernières années. Beaucoup, presque à 100%. Et ça m'a beaucoup pesé la solitude, la perte de repères sociaux, de liens sociaux. Et j'avais vraiment envie de changer de voie pro et de proposer quelque chose qui permette de recréer ce lien social. Et donc, j'avais envie aussi d'avoir, tu le vois juste devant la boutique, une terrasse, un endroit où on peut venir s'asseoir en famille, entre amis, pouvoir passer un bon moment, tester des boissons dans les bonnes conditions. Donc l'idée, c'est ça, la pédagogie, le lien avec le client en direct, le fait de pouvoir recréer du lien social en direct. C'est un peu tout ça qui m'a motivé. Tu as ouvert le 23 mai, ça fait quelques semaines maintenant. Ouais. Premier bilan ? Premier bilan est plutôt très positif. J'ai fait l'autre jour un post justement un peu sous forme de bilan sur LinkedIn où je disais j'ai fait plus de 1000 ventes en 6 semaines. Plus de 500 comptes de fidélité ont été ouverts. Ça fait plusieurs semaines qu'on distribue les premiers retours de fidélité aux clients. Donc ça, c'est super. Ça veut dire que les gens reviennent régulièrement. Donc ça, c'est aussi une grosse satisfaction. Il y a le succès de la curiosité, c'est important. Mais il faut que ce succès de la curiosité se transforme en clients qui reviennent régulièrement et c'est ce qui se passe. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis, on me pose souvent la question, est-ce que tu as un client ou une cliente type Alors, j'allais te poser la question, tu t'imagines bien. Voilà. Alors aujourd'hui, ce que je constate, c'est que c'est quand même en majorité une clientèle plutôt féminine. Alors, j'ai pas de stats exactes, mais je vais dire au doigt mouillé, aux alentours de 60-65% une clientèle plutôt féminine. Ou de couple. Sur la tranche d'âge, on va être entre 26, 27 ans et 45 ans en majorité. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai des gens qui viennent de tous horizons. J'ai des gens qui viennent de loin pour me voir, j'ai des gens qui viennent de Vendée, des gens qui viennent de la côte, j'ai des gens qui viennent de Poitiers, j'ai des gens qui prennent le temps et quand je leur demande qu'est-ce qui vous a motivé à venir de si loin, d'une part l'envie vraiment de pouvoir avoir accès à des boissons sans alcool et à du conseil, le fait de pouvoir goûter, et aussi mon implantation ici sur l'île de Nantes, entre l'éléphant, le carrousel, la grue jaune. On peut venir de loin pour une journée un samedi et passer une journée à se balader après avoir visité la cave. Donc ça aussi, ça motive pas mal de gens. Il y a un marché, il y a une clientèle et qui est variée. Tu le disais, c'est vrai que souvent on assimilait le marché du sans-alcool à des gens qui avaient une consommation d'alcool excessive à un moment donné et qui s'arrêtaient, des anciens alcooliques. Ouais, ou la femme enceinte. La femme enceinte. Voilà. Alors aujourd'hui, on n'est pas du tout là-dessus, plus du tout. On est d'une part, on parlait de marché tout à l'heure, on est d'une part pour moi sorti d'une tendance un peu bobo et on est passé vraiment dans une transformation profonde des habitudes de consommation qui se traduit tous les jours en boutique ici par des gens qui me disent moi je consomme de l'alcool par ailleurs mais je veux maîtriser ma consommation, je veux boire moins d'alcool. J'ai plein de gens qui me disent par exemple je veux plus boire d'alcool en semaine.
je réserve l'alcool pour le week-end. J'ai plein de gens qui me disent moi je voudrais boire moins d'alcool, par exemple sur les repas d'affaires, au déjeuner. En rentrant chez moi le soir, j'aime bien avoir ma petite bière, mais je n'ai pas besoin d'alcool en fait quand je rentre chez moi le soir. Voilà, donc j'ai vraiment cette tendance qui était au départ une tendance qui est vraiment un changement des habitudes de consommation où aujourd'hui les gens veulent maîtriser, modérer leur consommation d'alcool. On dit souvent boire moins, mais boire mieux, c'est tout à fait ce qui se passe. On peut faire la fête sans alcool aussi, hein. On peut tout à fait faire la fête sans alcool. On connaît tous le fameux slogan que je répéterai pas, mais qu'on a tous en tête. On peut tout à fait faire la fête sans alcool. Le sens de la fête, il est pas dans l'alcool qui est dans le verre. Le moment festif, le moment sympa à passer en famille, entre amis, il est dans le fait d'être ensemble, il est dans le fait de partager quelque chose, il est dans le fait de trinquer. Et justement, je raconte souvent cette petite image que j'ai en tête, mais on peut avoir autour d'une même table madame qui est enceinte, monsieur qui conduit la voiture, le copain qui est de confession musulmane, la personne qui a décidé d'arrêter de boire, la personne qui prépare son marathon. Et tous ces gens-là sont autour de la même table, tous ces gens-là peuvent avoir le même verre sans forcément à avoir des réflexions du type je trinque pas à l'eau, c'est jamais dit méchamment, mais on a souvent des choses comme ça, je trinque pas à l'eau, ou alors ah bon, t'es au jus d'orange, mais pourquoi tu bois pas d'alcool, t'es malade, t'as un problème, comme si en 2023 il fallait avoir un motif réel et sérieux, comme on dit, pour ne pas boire d'alcool. Je suis pas contre le fait de boire de l'alcool ou de proposer des boissons alcoolisées, je suis contre le fait de ne pas avoir le choix. C'est-à-dire si je ne bois pas d'alcool, on me propose un jus d'orange, un coca ou de l'eau. Il faut avoir le choix. Et donc, souvent, lorsque mes clients, notamment en entreprise, me disent « Ah, moi, je voudrais faire un pot en entreprise totalement sans alcool », et moi, je dis « C'est bien, l'idéal, c'est quand même d'avoir le choix. » C'est-à-dire, moi, je veux pas, en tant que non-consommateur d'alcool, être enfermé dans un choix restreint et on me dit « C'est de l'alcool » ou alors « Vous avez un choix par défaut ». Et je voudrais pas non plus qu'on me dise c'est que du sans-alcool et si vous voulez de l'alcool, il y en a pas. Et toi, alors, on va parler de toi, Jérôme. Comment tu es arrivé à créer cette cave sans alcool? C'est quoi le chemin? Il y a eu un petit chemin quand même, effectivement. Je disais là récemment à quelqu'un sur une vidéo qu'on a fait ici, j'ai pas décidé un matin en me levant de créer une cave sans alcool. Ça a été un processus et il y a eu, on va dire, peut-être 2 ou 3 jalons très importants. Le premier, c'était il y a 5 ans, où je me suis lancé un défi pour un été de ne pas consommer d'alcool. Et je me suis rendu compte que ça ne me manquait pas, que j'avais passé des bien meilleures nuits, que je n'avais pas pris de poids, contrairement aux étés où je buvais de l'alcool. Donc ça, c'était pour les points plutôt positifs. Par contre, j'ai constaté aussi que on n'avait pas vraiment de choix, qu'on se retrouvait quand même assez rapidement mis à l'écart, plus ou moins volontairement, pendant les soirées dans lesquelles on était, et qu'on se retrouvait vite un peu cornerisé. Donc ça, c'était pour les aspects un peu plus négatifs. Premier déclic, ce choix pour moi, finalement, de continuer totalement sans alcool, puisque l'expérience avait été plutôt concluante. Deuxième déclic, on en a parlé tout à l'heure, c'est les confinements. Le fait que j'ai commencé à avoir de plus en plus de personnes qui m'ont dit toi qui ne bois pas d'alcool depuis quelques temps maintenant, qu'est-ce qu'on peut boire si on veut pas boire d'alcool ? Qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Qu'est-ce que tu peux nous proposer? Donc j'ai vu une augmentation comme ça de la demande. Et puis le troisième déclic, j'y pense depuis 2 ans et demi à cette cave sans alcool, où je me disais il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas un lieu dédié aux boissons sans alcool. Il y a un tel choix, tu le vois autour de toi, on peut en remplir une cave. Or aujourd'hui c'est très difficile de se fournir. On n'a personne qui propose, en tout cas pas de manière accessible, facile, un tel choix, même si on en a parlé, il y a des sites internet qui existent, il y a quelques caves qui ont ouvert, mais depuis 1 an, ça existe depuis 1 an. La première cave a ouvert en 2020, la deuxième a ouvert à Paris en mai de l'année dernière. Avril 2022, le Pan qui boit, c'est ça, exactement. C'était la première cave sans alcool à Paris. Maud et Augustin qui ont ouvert cette cave, et d'ailleurs ça a été mon 3e déclic, le fait que je me suis retrouvé moins seul dans ma tête avec ce projet. Bon, faut quand même le dire, quand j'en parlais autour de moi, je veux ouvrir une cave sans alcool, on me regardait quand même un peu bizarrement. On te rigolait un peu au nez? Ouais, en disant, mais ça ne marchera jamais, qu'il n'y a pas assez de clientèle, entre les anciens alcooliques et les femmes enceintes, t'as pas de marché. Voilà, j'ai entendu plein de choses. Je crois depuis longtemps à ce projet, mais j'étais un peu tout seul dans ma tête, pour être honnête. Et donc, j'ai pris l'ouverture du Pan qui boit à Paris et j'ai sauté dans un train et j'ai été rencontrer Maud et Augustin pour leur dire, voilà, ça y est, moi j'ai ce projet dans la tête depuis longtemps, vous l'avez fait, c'est génial. Voilà. Et ça m'a aussi un peu libéré, décoincé quelque part dans cette envie que j'avais de voir que quelqu'un l'avait fait avec l'envergure que j'imaginais. C'est-à-dire
plus de 350 références quand ils ont ouvert, vraiment une cave entière remplie dédiée à ça. Et je me suis dit, bah oui, chic, je suis plus tout seul dans ma tête, quelqu'un l'a fait. Et puis un petit côté, si je suis pas plus bête qu'un autre, s'ils ont réussi, pourquoi pas moi. Alors, tu as cette envie, ok, super, mais j'imagine que tu avais un job. Ouais, tout à fait. J'ai passé 21 ans dans le conseil dans l'informatique, dans différentes sociétés. J'y passé vraiment de très très belles années dans ce métier, avec pour fil conducteur cette satisfaction de rencontrer toujours plus de monde, la diversité des clients, la diversité des missions. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu. Moins sur les dernières années parce que rencontrer du monde en télétravail c'est plus difficile. À me retrouver tout seul dans un bureau avec mon client qui est chez lui avec le casque sur les oreilles, voilà. Donc plein d'expériences comme ça qui m'ont fait me dire non, il est temps que je fasse autre chose. Ce lien social me manque trop. Mais j'ai passé de très très belles années dans ce métier-là. Ça a été facile cette reconversion ? Il a fallu présenter le projet, j'imagine, Ça- aux financiers, ça a trouver été- des banquiers qui te suivent aussi sur ce projet. Ouais, ça a pas forcément été simple. Ouais. Au mois de décembre, il faisait froid physiquement, mais il faisait froid aussi dans les banques pour aller récupérer un financement sur ce projet-là. J'ai eu la chance de tomber au Crédit Agricole sur 2 personnes qui ont tout de suite cru en ce projet. Un homme et une femme qui m'ont écouté, qui m'ont posé des questions très intéressantes et qui ont tout de suite vu le potentiel et qui ont cru à ce projet. Et donc, ça a été une vraie satisfaction de me sentir soutenu. Ça a été le 8e rendez-vous quand même. J'ai essuyé 7 refus avant de trouver la bonne personne. Hein. C'est comme toujours, c'est souvent une affaire de personnes, de rencontres. Et donc, ça a été un peu compliqué le parcours, mais j'ai toujours eu de très bons retours sur ma démarche d'entrepreneur, sur la façon dont je parle du projet. Donc, c'était quand même encourageant, même si au bout du 7e refus, je commençais à me dire bon, il serait temps de trouver quelqu'un qui croit avec moi à ce projet. C'est courageux en tout cas, ce que tu fais, Jérôme, de lâcher un job, où tu étais à peu près bien, voilà. J'ai été très bien. Ouais, je sais pas si on peut vraiment parler de courage. En tout cas, moi, je l'ai pas ressenti comme ça. Ça a été d'une part une nécessité, d'autre part une évidence. J'ai été barman pendant mes études, donc j'ai eu déjà ce contact avec le monde du bar, de la cave, la relation client au quotidien. Donc ça m'avait marqué beaucoup plus profondément, je pense, en positif que ce que j'avais gardé comme souvenir. D'autre part, ça faisait plusieurs années que je me disais, après le conseil, qu'est-ce que je ferais ? J'ai bien envie d'avoir un commerce, mais j'avais pas forcément eu la bonne idée. Et puis en alignant un peu toutes les planètes, le besoin de retrouver du lien social, l'envie d'avoir un commerce, le constat que le sans-alcool se développe, j'ai fini par faire 1 + 1 + 1 et à me dire bah oui, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Ça s'est un peu imposé comme à beaucoup d'entrepreneurs avec qui j'ai échangé. À un moment donné, ça s'impose. On le sent, c'est là, on peut plus faire autrement que de se lancer. Alors il y a les envies, il y a le rêve, et puis il y a la réalité. Ouais. Et la réalité, elle est comment ? Et la réalité, elle est qu'on fait des grosses journées, qu'il faut énormément travailler, mais tous les entrepreneurs qui démarrent vous diront la même chose. On n'a rien sans rien. Et effectivement, il y a énormément de travail et avant l'ouverture et depuis l'ouverture. Il faut créer une clientèle, il faut communiquer énormément, il faut faire beaucoup de pédagogie, il faut en parler, il faut se faire entendre. J'ai parfois l'impression de prêcher un peu dans le désert, ça arrive. Il y a des hauts, il y a des bas, mais il y a quand même beaucoup plus de hauts depuis le début que de bas, faut être clair. J'ai une grosse satisfaction à avoir tous les jours des sourires, des gens qui me remercient, des gens qui sont contents de découvrir, qui me font de très bons retours sur les alternatives, sur ce qu'ils goûtent. Mais c'est énormément de travail. Merci beaucoup, Jérôme, de nous avoir éclairé comme ça sur ta cave. C'est vraiment intéressant. On termine toujours un épisode de l'Assiette nantaise par le coup de cœur de notre invité. Je t'ai demandé de réfléchir à ton coup de cœur du moment pour un restaurant, une épicerie dans la métropole nantaise. Alors, j'ai toujours du mal à choisir, donc j'en ai 2 coups de cœur dans 2 domaines différents. J'ai découvert à côté de chez moi, il y a plusieurs mois maintenant, un lieu qui s'appelle le Lieu-dit, qui a une halle avec une épicerie, avec une pizzeria, etc. Donc d'une part, en termes de restauration, la pizzeria et les pizzas sont incroyables. C'est où ? C'est tram Longchamp, donc c'est juste à côté de chez moi, près de l'église Sainte-Thérèse. Et donc ça, c'est vraiment un endroit incroyable. Ils organisent des concerts, des débats, ils ont vraiment une terrasse géniale et les pizzas sont incroyables. Donc ça, c'est la première chose. Le Lieu-dit, donc, quartier Sainte-Thérèse, voilà. Ouais, exactement. Trambo, c'est jour. Pizza à tomber. Ouais, pizza a tombé, vraiment. Feu de bois ? Oui, très très belle pizza, un super endroit. Et puis le deuxième endroit sur lequel moi j'ai pas pu encore me déplacer pour y aller, mais j'en entends parler, allez, pas quotidiennement, mais plusieurs fois par semaine, avec que des retours super intéressants, c'est le restaurant Vacarme.
à Nantes, voilà, de Sarah Mingui. J'ai que des retours incroyables et donc j'ai très envie d'aller découvrir ce lieu. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Sarah Mingui, qui a fait Top Chef, Exactement. présentée comme l'une des grandes chefs de demain, en tout cas, et on a la chance de l'avoir ici à Nantes. Son restaurant s'appelle Le Vacarme. Il faut réserver bien avant pour avoir une table. Mais effectivement, ça donne très envie d'aller la rencontrer, Sarah Mingui. Exactement. Merci infiniment, Jérôme. Merci à toi. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite ? On souhaite que ça continue à se développer et puis longue vie à la cave parallèle. Génial. On reviendra te voir. Merci à toi. Rendez-vous au pied de la grue jaune. Allez, ciao. Pour ne pas manquer le prochain épisode de l'Assiette nantaise, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée.